Bienvenue sur Dash News pour notre rendez-vous hebdomadaire. Moi, femme, cette semaine se permet une immersion au sein des couples. Nous nous intrusions dans votre intimité. Nous abordons un sujet presque indicible, celui du viol entre époux. Quand l'agresseur est le partenaire, comment en parler? Comment s'y prendre? Comment être compris ou comprise par la société, comment arriver à passer de la minimisation pour une prise de conscience des victimes de viol. Ceci d'autant plus que les spécialistes l'affirment, la moitié des viols sont commis dans le cadre de la vie en couple. Ceci dit, pour en parler, nous avons deux dames. Elles ont pour dénominateur commun la passion pour l'écriture. Elles sont écrivaines, Annick André Akobé et Sylvie Ekobé. Presque les mêmes patronymes en fait. Donc je vais commencer par Annick André Akobé. Elle est pasteur également, conseillère matrimoniale et auteure du livre Faiseuse de rois. Les Faiseuses de rois. Bienvenue. Pourquoi avoir écrit ce livre? Les Faiseuses de rois parce que j'ai constaté que beaucoup de femmes, elles sont en train de lutter pour des causes qui ne sont même pas très importantes, parce qu'aujourd'hui, si on a des délinquants, si on a des enfants qui sont ratés, si on a des époux qui sont tristes, si on a des foyers qui sont brisés, les premiers responsables, c'est normalement la femme. Parce que la femme a cette responsabilité-là. Elle a un plus que l'homme n'a pas. Elle est faite pour être mère. Elle est faite pour pouvoir donner la vie. Et celui qui donne la vie sait comment orienter cette vie-là. Donc, la femme doit vraiment connaître les casquettes qu'elle a eu la grâce d'avoir grâce à Dieu. Elle est épouse, elle est mère et elle aussi, elle apporte quelque chose dans la maison. Donc, elle peut être entrepreneur, elle peut être travailleuse. C'est un tout ça. livre plus guide, témoignage? Oui, c'est des témoignages. On a fait des témoignages à la femme. Il y a beaucoup d'outils pour permettre vraiment aux femmes de comprendre qu'elles sont très précieuses. Et il faut que la société donne la place à la femme. Parce que si la femme joue son rôle, je vous assure, on aura une très belle société. Tout commence par la femme, tout se termine par la femme. Voilà, c'est dit. Sylvie Ekobé, dans la peau d'une femme, c'est ça? C'est dans la peau d'une femme. Et puis en écriture, les résilientes bientôt. Voilà. Et dans la peau d'une femme, justement, vous avez abordé cette question-là, le viol entre couples. Le viol entre couples. En fait, j'ai abordé cette thématique parce que c'est le cri des femmes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de femmes qui vivent des situations de viol au sein de couples. Mais sur l'omerta, sur la loi du silence et également sur le fallacieux prétexte du devoir conjugal ou bien d'un pseudo-consentement au rapport sexuel, les femmes sont obligées de se taire parce qu'en fait, la société voit très mal une femme qui va venir se plaindre en disant qu'elle a été violée, elle a subi un viol de la part de son époux. Déjà, premièrement, il faut dire qu'il y a un silence juridique. Il y a également un silence complice de la part des autorités, de la part de la société, qui encourage même les hommes à exercer ce type de violence. On va y aller pas à pas. On va commencer d'abord par comprendre exactement ce que c'est que le viol. Et par là, voir comment est-ce que ça s'applique au sein des couples. Est-ce qu'au sein des couples, on peut véritablement parler de viol quand on sait qu'il y a la présomption de consentement? Et c'est un peu devoir conjugal contre viol conjugal, en fait. Il faut dire que le législateur camerounais, à son article 296 du Code pénal, punit sévèrement des peines privatives de liberté qui vont de 5 ans à 10 ans. Toute personne, quiconque, contraindrait une autre personne à entretenir des rapports sexuels par la violence, par la violence physique, la violence morale, ou bien qui utiliserait des objets pour pouvoir aboutir à une relation contre le consentement de cette personne. Et, oui, là, c'est passer à l'acte sexuel contre la volonté de l'autre. Voilà. On va poursuivre un peu, on fait référence un peu à la pasteur que vous êtes. Oui, parce que c'est moi femme, donc nous, on féminise tout. Et est-ce qu'on n'est pas, finalement, lorsque en couple, on peut parler de pas de consentement quand on sait qu'il y a un peu comme une épée de Damoclès, présomption de consentement, devoir conjugal?
C'est vrai que la parole de Dieu nous dit souvent que le corps de la femme appartient à son époux et le corps de l'époux appartient à son épouse. Mais quand même, il faut prendre la vie de l'autre parce que le plaisir sexuel, c'est tout un rituel. Ça doit se faire avec de l'art. Donc, il faut pouvoir demander à l'autre la permission d'entrer dans son jardin secret, même si c'est votre jardin. Vous n'allez pas apparaître comme si vous étiez le roi Péto, là, et puis bon, voilà, c'est votre chose, vous l'avez dotée, je l'ai épousée, ça m'a coûté des millions, donc je dois disposer d'elle comme ce n'est pas un objet. Donc, le plaisir doit pouvoir se savourer. Vous voyez? Donc, avant même de passer à l'acte sexuel, il y a tout un ensemble d'étapes à faire. L'acte sexuel, ce n'est pas seulement au lit là qu'on saute sur son partenaire et puis on dit, bon voilà, je me suis... Non, ça se prépare tout le long de la journée. C'est-à-dire déjà, quand le matin vous êtes levé, que vous êtes en train de vous séparer, il faut pouvoir amener un message à l'épouse ou à l'époux pour dire, ah, mais bébé, vraiment, comment va ta journée? Est-ce que tu sais que tu me manques? Des petites paroles, voilà, déjà qu'on envoie durant la journée, ça prépare la personne déjà à savoir que quand il va rentrer, il y a un amour qui l'attend. Vous voyez, le plat préféré qu'on prépare avec amour, quand la personne entre. Mais on peut faire aussi tout cela, avoir une préparation, mais l'autre n'est pas disposé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais c'est pour cela qu'on fait la préparation, justement, pour dire à l'autre que voilà ce que je veux, en fait, voilà mes intentions. Quand on est couple, on est d'abord amis. On doit pouvoir être des amis, on doit pouvoir communiquer. Donc, je ne peux pas venir être dans un foyer et c'est la nuit seulement qu'on se retrouve dans le lit. C'est la nuit seulement qu'on se mélange. Le reste de la journée, chacun dans son côté. On ne sait même pas si c'est des couples. Chacun a sa petite vie. Sa petite vie, là, voilà. Donc, on est comme si des deux locataires, colocataires dans une maison. Mais la nuit seulement, on se mélange dans le lit. On ne nous voit pas trop complices, mais on voit beaucoup d'enfants apparaître. Donc, on se pose la question, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Donc, comme le disait tantôt Sylvia, quand on n'est pas vraiment disposé, quand on n'est pas préparé, même celui qui avait plus de désirs, il ne peut pas sentir vraiment le plaisir maximum. À moins d'être un peu... À moins d'être maso. Et puis, bon, voilà, maintenant, il y a d'autres choses aussi qui peuvent emmener la personne aussi à se comporter comme ça. Bah, on reviendra là-dessus parce qu'il faudrait comprendre les causes de ce violent couple. Est-ce qu'à un moment donné, parce que en préparant l'émission, on essaye un peu de poser des questions au couple, et beaucoup affirment parfois que des femmes ont joue. Le non, le oui, finish, on ne sait pas trop. Bon, on n'est pas là pour jeter la pierre, on est là aussi pour comprendre et amener les victimes à pouvoir briser le silence et pourquoi pas en parler. Sylvie Ekobé, est-ce que l'arsenal législatif continue toujours d'être irrigué par cette idée de devoir conjugal? Le devoir conjugal... Surtout en Afrique subsaharienne ou bien au Cameroun? Le devoir conjugal est déjà prévu par nos textes de loi, le Code civil, à ses articles 221 jusqu'à 215 du Code civil, qui demandent aux époux de respecter leur devoir conjugal. Ce n'est pas précisément parler des rapports intimes, mais on sous-entend, le législateur sous-entend que le devoir de cohabitation sous-entend le devoir de communauté de vie et le devoir d'entretenir, l'obligation d'entretenir les rapports intimes. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que si le fait qu'une personne se refuse, lorsqu'on est marié, se refuse d'entretenir des rapports intimes, c'est une cause de divorce, ça peut être une cause de divorce, mais également contraindre son partenaire à entretenir des rapports intimes est un crime passible des peines privatives de liberté. Est-ce que on s'entend quand on parle des crimes, un crime au sein du couple, quand on place ce mot, est-ce que ça s'assimile, puisque généralement c'est comme un sujet tabou. Il est difficile, par exemple, en Afrique subsaharienne, de voir une femme, même ailleurs, parce que ce n'est pas comme si c'est l'apanage du continent africain, de voir une femme se lever et tout de go affirmer qu'elle a été victime de viol et le coupable, c'est son époux. Il faut dire que la société verra très mal une femme qui est en train de se plaindre de cela, parce que la société comprend que lorsque vous vous êtes marié, ça veut dire qu'il y a un consentement tacite, même si vous ne l'exprimez pas, à entretenir un rapport sexuel avec votre mari. Mais maintenant, on voit donc mal une femme qui vient se plaindre qu'elle a été violée ou bien elle a été contrainte d'entretenir un rapport sexuel. Il faut aller même plus loin en disant que même le législateur camerounais, il y a un mutisme, il y a une absence de loi, il n'y a pas, vous allez
fouiller le code pénal, vous n'allez voir aucune disposition législative qui est intitulée, un article de loi qui est intitulé viol conjugal. Mais lorsqu'on se réfère à l'article 296 que j'ai cité tout à l'heure, vous allez voir que le législateur camerounais a parlé de quiconque. Ça veut dire qu'on n'a pas dit il s'agit de ton frère, voilà, on n'a pas identifié la nature, on n'a pas spécifié la nature de la personne. Ça veut dire que même si on prend cette disposition par transposition, on peut dire qu'effectivement, dès lors qu'un mari contraint sa femme à entretenir les rapports intimes avec lui contre sa volonté, parce qu'il y a un élément important, la volonté, ça veut dire qu'il y a un viol. Ça veut dire que celui-là est passible des peines privatives de liberté qui vont de 5 ans à 10 ans. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas le problème du législateur maintenant, c'est que comment est-ce qu'elle va intenter une action? Parce qu'il va falloir en parler déjà. Comment en parler? Oui, avant d'en parler même déjà, comment est-ce qu'elle peut déjà intenter une action? Parce que pour intenter une action, lorsqu'on parle de viol, le viol classique, ça veut dire qu'il faut que vous venez avec un certificat médical, vous rendez devant une unité de police, une unité de gendarmerie pour pouvoir porter plainte. Mais maintenant, dès lors que vous vivez sous le même toit avec un homme, ça sera difficile pour vous. Comment justement prouver l'absence de consentement devant une juridiction compétente? Mais le plus souvent, ce que moi je conseille à certaines femmes, c'est que lorsqu'il y a eu des violences, parce qu'il faut dire que nous, la spécificité des femmes, et c'est ce que les hommes ne le savent pas, c'est que nous, pour qu'on puisse avoir un rapport sexuel, on doit se préparer, comme elle a dit, en avance. Parce que la femme, elle ne réagit pas au tact comme un homme. Un homme peut se mettre en érection facilement à la vue juste des beaux seins, d'un beau visage et tout. Par contre, une femme, elle a besoin de plus de préparation. Une préparation surtout psychologique, surtout mentale. Une femme a besoin qu'elle puisse qu'on l'amène à pouvoir éprouver ce désir. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la majorité des femmes qui deviennent frigides parce qu'en fait, on ne les prépare pas psychologiquement à entretenir un rapport. Ce qui fait que le rapport devient quelque chose de traumatisant. Et puis, après ce rapport, vous allez voir des femmes qui sont blessées, qui ont des blessures sur leur appareil génital. Moi, je conseille souvent aux femmes que si elles ont été violentées, ça veut dire que dès lors que vous refusez, ça veut dire quelque part psychologiquement, vous êtes fermé. Et cela peut entraîner des blessures. Vous pouvez effectivement attester par un certificat médical qui vous permettra d'intenter une action en justice. On verra les étapes pour pouvoir arriver à prouver cela. Maintenant, est-ce qu'au sein, par exemple, de l'Église, vous arrivez à en parler, déjà conseillère matrimoniale, est-ce que vous êtes confronté justement à ces femmes-là qui vivent ou bien qui passent par ces viols? C'est vrai qu'à l'Église, c'est un sujet qui est tellement délicat. Vous savez, on s'est dit que normalement, un lieu de culte, c'est un endroit sécurisé où on peut venir parler de son foyer, un couple peut venir dans l'intimité rencontrer son pasteur pour lui en parler. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui bavardent, qui mouchardent dans les églises. On se demande maintenant où est-ce qu'on peut avoir cette sécurité-là. Donc, des couples vivent beaucoup de choses, mais ils ne vont pas vraiment en parler. Ils viennent à l'église, ils sont tous souriants. Ils ne vont pas vous dire qu'ils sont en train de sourire ou bien qu'ils sont en train de souffrir chez eux. Maintenant, si vous connaissez vos membres et puis vous avez l'habitude de ces choses, vous pouvez détecter. Et si vous avez aussi la proximité avec vos membres, vous pouvez échanger avec ces membres-là pour savoir comment est-ce que ça se passe dans votre foyer, est-ce que tout va bien. Ils vous diront d'abord, tout va bien. Bon, maintenant, pour un serviteur de Dieu qui va prendre le temps de prier pour les brebis qui lui ont été confiées, elle pourra avoir cette révélation-là pour dire, mais tiens, il y a tel couple qui vraiment a besoin d'aide. Ou deux fois même, c'est quelqu'un d'autre qui vous souffle l'information parce qu'ils n'ont pas envie de paraître vraiment triste et tout ça. Surtout des questions d'intimité. Exactement, c'est un sujet. C'est pour ça qu'elle a dit que c'est vraiment un sujet qui est très difficile et puis on est muet. Mais quand on est fatigué, on cherche vraiment à s'ouvrir et puis on les accompagne dans la prière, on les amène aussi à voir les autorités compétentes pour pouvoir vraiment s'en occuper quand c'est vraiment à un autre niveau. Sinon, on entretient ces deux-là pour leur parler avec amour parce que la base de l'Église, la base de la parole de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que le fait, par exemple, à l'entame de cette émission, vous avez dit... je vais essayer de résumer. L'épanouissement d'une famille dépend prioritairement de la femme. Ça veut dire qu'elle a un rôle primordial, elle est un peu comme le pilier. C'est elle qui amène la réussite et accompagne sa famille, le conjoint, comme les enfants, sur le chemin du succès. Est-ce qu'au finish, cette femme qui peut-être subit des violences, ça peut être physique, moral, sur le plan économique, parce que le viol rentre aussi dans le cadre des violences conjugales. Est-ce que ça ne contribue pas, ce poids-là,
cette responsabilité-là n'amène pas finalement la femme à se sentir coupable, un sentiment de culpabilité alors qu'elle est victime? Il faut dire que déjà, premièrement, la femme se sent victime parce qu'en fait, comme elle a dit, tout le poids de la famille repose sur ses épaules. Donc, elle a un double poids. Elle doit d'abord s'occuper de sa famille, elle doit s'occuper de son mari, elle doit s'occuper des enfants. Mais également, c'est difficile pour cette dernière de pouvoir dénoncer une personne qu'elle a choisie ou bien qui, en fait, son époux au quotidien. Parce qu'il faut dire que la société juge très mal ces femmes-là. Moi, le problème, ce que j'aimerais dire, c'est que dans notre société, on a tendance à infantiliser les hommes. C'est vrai qu'il y a certains hommes, et ça serait peut-être l'occasion d'attirer l'attention, de comprendre, parce que c'est certains hommes qui exercent ces violences sans savoir. En fait, le viol conjugal, pour certains hommes, c'est encore tabou. Ils ne savent pas qu'effectivement, ils sont en train de violer leurs femmes. Donc peut-être à travers cette émission, ils pourront comprendre que le fait de contraindre leurs femmes à tenir des rapports... de s'entendre dire, voilà, c'est mon époux, voilà, c'est normal, je dois le faire. Comment est-ce que je dois demander? C'est son devoir. Et puis j'aimerais dire que ça va même plus loin, parce qu'en dehors du viol conjugal, vous allez voir qu'il y a des femmes qui sont contraintes d'accepter des rapports sexuels pour elles qui sont contre nature. Il y a des personnes des hommes qui chosifient leurs femmes, qui bestialisent même leurs femmes, qui imposent leurs femmes à entretenir des rapports qui sont contre nature pour elles. Voilà autant de stigmates, autant de traumatismes que certaines femmes vivent au sein de leur foyer, mais qui sera difficile, comme elle a dit, qui sont difficiles pour elles de pouvoir s'exprimer. Pourquoi? Parce que la société africaine et camerounaise en particulier juge encore très mal les femmes, juge sévèrement les femmes, surtout sur le plan intime. Parce que tout le monde estime que dès lors que vous avez été doté, dès lors qu'un homme vous a choisi, vous a fait l'honneur, parce qu'en Afrique, c'est encore l'honneur qu'un homme fait à une femme de l'épouser, ça veut dire quelque part, vous appartenez à ce monsieur. Vous êtes obligé d'entretenir des rapports intimes avec lui. Vous êtes obligé... Vous conseille, parce que notamment dans les milieux de culte, on a ce refrain-là, la femme appartient à son époux. C'est répété à longueur de journée. Est-ce que c'est pas aussi... Non, pas que la femme appartient à son époux. Quand on se marie, normalement, selon la vision de l'Église, c'est pour ne pas divorcer. C'est pour ne pas divorcer. Donc, on doit vraiment partir sur l'amour. On doit s'aimer. On doit s'aimer, on doit s'aimer. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'homme doit aimer sa femme. Quand on aime quelqu'un, on est prêt à mourir pour cette personne-là. On est prêt à se sacrifier pour cette personne. Vous voyez, dans la Bible, on ne va pas beaucoup demander à la femme d'aimer, mais on demande à l'homme d'aimer. Parce que la femme aussi, elle vient avec ses caprices, vous voyez. On a parlé des causes. Il y a tellement de choses que nous traversons. On ne sait pas d'où vient cette personne qu'on a mariée. Est-ce qu'elle sort d'une famille qui était divisée? Est-ce qu'elle sort d'une famille qui était blessée? Est-ce que cette personne a eu une enfance compliquée? Elle n'a pas eu l'occasion vraiment de pouvoir s'épanouir. Donc, elle est renfermée et elle s'exprime par la violence. Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui a passé le temps à être violé et voilà, maintenant, elle se retrouve dans un foyer et elle continue de subir cela. Donc, elle est restée muette jusqu'à ce jour parce qu'elle a subi autrefois et lorsqu'elle a voulu parler, sa mère a dit tu ne peux pas parler, c'est la famille, tu vas gâter le nom de la famille. Donc elle s'est tue toute sa vie. Donc il y a tellement de pression au niveau de nos familles, dans nos cultures, que beaucoup de personnes... La pression socio-culturelle. Voilà, on cache beaucoup de souffrances. On cache, même quand le viol n'est pas entre monsieur et madame. Regardez, le violeur, la plupart du temps, vient d'où? C'est dans la maison, c'est les voisins, c'est les amis, c'est les camarades, c'est le nouveau mari de maman, c'est autant de choses. Et on n'arrive pas à dévoiler, on n'arrive pas à se plaindre parce qu'on dit non, tu ne dois pas gâter mon foyer, de la famille. Tu ne dois pas me remettre à la rue, je ne veux plus repartir dans la rue. Pourquoi? Tout ça, c'est la misère, c'est la pauvreté. C'est les difficultés que les gens ont eu à traverser. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Il faut que ces personnes cherchent d'abord à être guéries avant de se mettre en couple. Parce que tant que tu n'arrives pas à t'apprécier, à t'aimer c'est-à-dire que tu dois t'aimer d'abord. Quand tu t'aimes, tu sais que te faire du mal, ce n'est pas bien. Alors, tu ne peux pas faire du mal à l'autre. Parce que c'est vraiment ça. L'Église, c'est l'amour. C'est le plus grand cadeau que Dieu a donné. C'est la plus belle chose que Dieu nous partage, l'amour. Et tant qu'il n'y aura pas l'amour, mais on va blesser quelqu'un. Parce que tu ne peux pas être en train d'avoir des relations avec quelqu'un. La personne crie, la personne pleure, la personne hue. Et toi, tu es content. Mais tu es sadique. Est-ce que c'est parce qu'on est époux qu'on a forcément la même libido?
Parce que je pense que le problème, c'est là. Par exemple, la fréquence dans les rapports, la semaine ou bien au quotidien, c'est là le problème. Arriver à avoir des dosages en fonction de son partenaire ou de sa partenaire. Oui. Disons que dans notre société, on a eu tendance à dire, en fait, quand vous allez interroger la majorité des hommes, ou bien même des femmes qui vont vous faire comprendre que les hommes ont une libido multiple, en fait, décuplée. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est complètement faux, en fait. J'aimerais dire aux gens aujourd'hui que la femme camerounaise ou bien la femme en général a une libido énorme. Si vous regardez avant les périodes des menstrues, elle a une libido qui est très forte. Après les périodes des menstrues, la femme a une libido qui est extrêmement forte. Mais maintenant, la différence entre la femme et l'homme, c'est que la femme arrive à canaliser ses désirs, ses pulsions sexuelles, ce que souvent certains hommes n'arrivent pas. Il y a des hommes qui en arrivent, mais certains hommes n'arrivent pas. Donc on veut faire croire dans notre société que les hommes ont beaucoup de libido, qu'ils doivent normalement avoir plusieurs rapports sexuels, que c'est normal que vous puissiez satisfaire votre mari au quotidien. On voit des mamans à la veille d'un mariage demander à l'épouse d'être toujours disponible pour son mari. C'est un peu comme si on vit avec cette pression, la jeune femme qu'il faut toujours satisfaire son mari, qu'il faut toujours... En se disant que le fait de manquer à un rendez-vous intime avec son époux, c'est une porte ouverte pour l'infidélité et une séparation. Est-ce que forcément on doit continuer avec ce discours? Bon, en fait, chaque couple est unique. Chaque couple est unique. Il n'y a pas un couple modèle, il n'y a pas un mode d'emploi. Voilà, une posologie pour dire que voilà, 2 comprimés matin, 2 comprimés midi, 2 comprimés le soir ou bien par semaine. Non, vraiment, chaque couple sa réalité. Voilà sa réalité. Donc, ils sont libres de s'aimer. La science ne va pas nous dire que faire l'amour tous les jours, c'est un péché. Au contraire, ça vous rajeunit, ça vous permet vraiment d'être en pleine santé, en forme et tout ça. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, si on ne communique pas, ça devient une difficulté. Parce que tout part de la communication. Comme je dis, il faut pouvoir préparer cela. Quelqu'un qui rentre du travail avec un bouquet de fleurs, avec un petit cadeau, et ceci et cela, tu l'accueilles bien, mais ça va continuer. Ça dit, avant même qu'il ait déposé son sac, il est déjà préparé. Voilà. Donc, quand tout est fait avec amour, quand il y a tout ça, vous êtes dans un nid, un cocon d'amour, mais vous pouvez vous faire plaisir quand vous voulez, partout où vous voulez dans votre maison. Il n'y a pas de limite à cela. Il n'y a pas de limite à cela. Et si c'est vraiment préparé, on ne va pas se blesser. C'est quand c'est forcé. Quand c'est forcé, tu vois, une femme qui est vraiment, elle est sèche. Oui, parce qu'il n'y a pas de sentiment, parce qu'on n'a pas pris le temps de la préparer pour qu'elle puisse commencer à s'humidifier, à lubrifier, pour être prête pour recevoir. Parce que si elle est vraiment prête, elle va aussi recevoir le plaisir et puis ça sera vraiment un moment de partage. Voilà, ce sera un moment extraordinaire. Mais quand c'est forcé, quand tu la brutalises, après elle prend des plaies, des blessures, mais eux, ils ne savent pas ça. Dans tous les cas, la moitié des viols, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, sont commis dans le cadre d'un couple. C'est dire l'ampleur du phénomène. Maintenant, en Afrique subsaharienne, pourquoi ce silence forcément autour? Est-ce que c'est le fait de l'aspect de la sacralité de la vie de couple, de la vie de famille qui fait de telle enseigne que ces femmes-là continuent de souffrir en silence? Au nom de madame? Voilà, disons que il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Premièrement, la société ne veut pas s'immiscer dans la vie des couples parce qu'on se dit que c'est une affaire du huis clos, en fait. Deuxièmement, c'est que les cris des femmes ne sont pas généralement entendus parce qu'on estime qu'une femme n'a pas trop d'importance dans notre société. Déjà que ses droits sont bafoués au quotidien. Troisièmement, c'est qu'on estime que c'est le mari qui est le chef de la famille. Ça veut dire que la femme doit se soumettre à son mari. Elle doit pouvoir satisfaire ses moindres désiderata. Elle n'a pas droit à la parole. Elle doit satisfaire les désirs de son mari, les pulsions de son mari à temps et à contre-temps. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas droit à exprimer ses besoins sexuels. Vous allez voir, c'est difficile pour nous les femmes qui avons vécu d'un certain âge de pouvoir, lorsque vous avez un mari, de dire à votre mari que vous avez envie de lui. Parce que nous, dans notre société, on a complètement tait le désir de la femme. On a eu l'impression que c'est l'homme qui doit avoir envie de sa femme et non le contraire. C'est difficile pour les femmes de notre génération de dire, lorsque vous êtes en couple, bien lorsque vous êtes marié, de dire à votre mari que vous avez des pulsions sexuelles
vous avez envie d'avoir tel rapport sexuel, ou bien pratiquer ça de telle façon, pour que vous puissiez également avoir éprouvé du plaisir. Le plaisir féminin a complètement, éludé le plaisir féminin. La femme n'a pas droit à son plaisir. C'est l'homme qui doit avoir droit au plaisir. C'est la raison pour laquelle les hommes partent dans ce postulat qu'ils doivent satisfaire leur plaisir, que d'être en communion. Vous allez voir les personnes qui sont dans les rapports sexuels, mais le monsieur veut toujours d'abord se satisfaire avant de réfléchir si sa femme est en train de prendre du plaisir ou pas. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la majorité des hommes sont toujours en train de violer, exercent des violences sur les femmes parce qu'ils estiment que c'est normal. Eux, ils doivent avoir plus de plaisir. C'est normal qu'ils se trouvent dans cette situation. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la société ne permet pas à la femme de s'exprimer, comme j'ai dit. La société ne permet pas... Voilà, c'est un problème d'éducation, mais c'est un problème également que la culture, voilà, la culture, la tradition, mais que les droits de la femme ne sont pas pris en considération, en fait. Moi, je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est que quand vous allez même, vous auriez beau avoir peut-être un certificat médical qui va attester que vous avez eu un viol conjugal, mais dès lors que vous allez vous rendre devant une unité de police ou de gendarmerie, mais je ne vous dis pas que vous allez être... sermonné. Sermonné, mais vous allez être l'objet d'attraction parce que vous serez complètement rionné parce qu'on va vous poser la question de savoir, mais vous êtes marié? Si vous êtes marié, ça veut dire que ça suppose que vous devez satisfaire les besoins de votre mari. Donc la société camerounaise n'arrive pas encore à comprendre qu'effectivement, n'arrive pas à théoriser qu'effectivement, une femme peut se refuser à son mari. Moi, l'élément important que j'aimerais apporter, c'est qu'on a l'impression dans notre société qu'on fait de la relation sexuelle tout ce qui concerne, je vais dire que quoi, le socle même, ou bien, je vais dire que le cœur même, le nœud même de la relation, de la vie de couple. Et pourtant, effectivement, en dehors de la relation sexuelle, le législateur ou bien la société, tout ça, il y a un ensemble d'obligations qui incombent qui est inhérent aux différents partenaires. L'obligation de respect, l'obligation de fidélité, l'obligation d'entretien, l'obligation d'écoute et autres. Moi, je pense que dès lors que vous vivez, vous êtes marié et que votre compagnon, votre mari n'a bâti que toutes ces obligations sur la relation intime, vous ne pouvez pas être épanoui. Parce que si vous vivez avec quelqu'un qui, au niveau de certaines autres obligations, il a complètement échoué, il est défaillant, et puis il veut le soir vous obliger à vous donner à lui pleinement, je pense que là, à ce moment, il y a un problème. Moi, je pense qu'on n'est pas uniquement un couple lorsqu'on veut entretenir des rapports sexuels. On est d'abord un couple parce qu'on a voulu vivre ensemble, on s'aime, on partage un certain nombre de choses. Et c'est ça le problème ici dans notre société, c'est que le couple ne se résume, et c'est l'expression que je voulais, le couple ne se résume qu'à la relation intime. Dès lors qu'une femme se refuse à son mari, ça veut dire qu'on a l'impression qu'elle a échoué complètement sa vie de femme, elle a échoué toute sa vie de couple, ce n'est pas une bonne femme, elle ne sert absolument à rien. Des conseils de famille, justement, où la femme est au centre parce que elle n'arrive pas à satisfaire son mari. Et le plus souvent, au détour de ces conseils-là de famille, la femme est plutôt accusée et non écoutée. Tout à fait. Est-ce qu'elle n'est pas comprise, en fait? Et c'est un peu comme si se refuser ou bien manquer à son devoir conjugal, c'est être une mauvaise épouse. Oh, je pense que Sylviane l'a dit tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'on se focalise seulement sur cet aspect-là parce qu'il y a tellement de choses à faire. Un homme qui n'arrive pas à rationner, qui n'arrive pas à prendre soin des enfants, qui ne s'implique pas dans l'évolution de sa famille et tout ça, et qui est seulement actif la nuit, franchement, ça devient un peu embêtant. On ne peut pas satisfaire quelqu'un qui est absent en fait. C'est tout un ensemble d'activités, d'actions qu'on pose qui nous emmènent maintenant à ouvrir notre cœur pour pouvoir faire plaisir. Quand on parle de viol, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu es en train de dormir, fatigué la nuit, c'est comme si tu étais dans ton rêve, tu vois comment quelqu'un est en train de te déshabiller, sauter sur toi, franchement, c'est embêtant, c'est embêtant. Il y a ça, on ne communique pas, on ne te dit rien, on vient seulement, on commence à te déshabiller, mais attends, c'est frustrant. Quand l'agresseur est son époux, c'est frustrant. Pourtant, si vous êtes vraiment un couple, ça veut dire que vous êtes complices, vous communiquez, et la personne voit venir déjà l'action. La personne, ça veut dire que, franchement... Encore qu'il y a des situations dans la vie de couple où des femmes arrivent à faire plaisir à leur partenaire, même si elles n'étaient pas disposées, ça veut dire à ce moment, c'est un consentement mutuel.
spirituelle parce qu'elle est dans la compréhension de l'autre. Oui, elle est dans la et compréhension. vice-versa, on arrive à voir aussi des hommes qui vont arriver à comprendre que peut-être mon épouse elle en a envie, c'est vrai, je n'étais pas très dedans, oui, mais puisqu'il en a envie, il faut que je lui fasse voir. Parce qu'on n'aura pas envie au même moment. Vous voyez, moi je peux avoir envie, pendant ce temps, toi tu es occupé dans ta paperasse, mais je vais venir maintenant, je vais t'emmener à comprendre que moi je ne tiens plus. Vous voyez, il y a des personnes qui ne tiennent, si je ne tiens pas et que je t'appelle, tu ne m'écoutes pas, mais la première personne que je rencontre dehors, je m'en vais avec cette personne. Et après, on va dire que non, elle est infidèle, elle est ceci. Pourtant, il faut connaître son partenaire. Il faut vraiment connaître son partenaire parce que tout part de là. Si tu ne connais pas ton partenaire, tu ne sais pas comment est-ce qu'il réagit ou tout ça, ben, après, tu vas te retrouver qu'il est en train de faire autre chose. Donc, il est très important pour nous, femmes, qui n'avons pas forcément l'opportunité de pouvoir exprimer. Au lieu d'arriver, avant d'arriver même jusqu'en justice et tout ça, mais quand la personne t'a fait quelque chose, mais parle à cette personne. Mais quand déjà dans le foyer, tes parents t'ont dit que c'est ton père, c'est ton père, c'est ton père, il est tout pour toi. Donc, on t'a déjà dit que c'est ton père, il est tout pour toi. Donc, tu as déjà du mal à t'exprimer vis-à-vis de lui parce que on a déjà élevé le niveau. Généralement, dans la vie d'une femme, il y a la vie avant. Ça veut dire la vie célibataire, la femme célibataire. On a la vie de la femme fiancée. C'est un peu comme des jeux de rôle. Et au finish, on a la femme épouse. C'est trois personnalités bien différentes. Et le plus souvent, dans certains foyers, rares sont ces jeunes femmes qui arrivent à maintenir le même rythme de la célibataire fiancée à épouse. On a de plus en plus des épouses qui sont un peu repliées sur elles-mêmes, qui subissent ce mariage au lieu de vivre pleinement leur vie. Un peu comme si la casquette d'épouse ou le fait d'être madame en tel ou un X ou un Y catalogue et il y a des choses que l'épouse ne doit pas faire, ne doit pas dire, ne doit pas ressentir. Il y a tellement de ne doit pas, au finish. On est comme prise au piège d'une union qu'on a pourtant désirée, qu'on a pris le temps de construire. Effectivement, parce que, il faut, comme vous l'avez dit, c'est que la société impose un rôle, a défini un carnivore dans lequel la femme mariée doit se trouver. Ça veut dire, et c'est pour ça que je disais, ça veut dire que dès lors que vous voulez sortir de ce carnaval, on vous taxe de mauvaise femme. On attend d'une femme qui est mariée qu'elle ne sorte pas pour aller dans les boîtes de nuit, qu'elle n'ait pas des fréquentations des amis célibataires, qu'elle ait un type de tenue bien précis, comment est-ce qu'elle doit entretenir son foyer, comment est-ce qu'elle doit s'occuper de son mari, comment est-ce qu'elle doit s'occuper de ses enfants. C'est une femme qui ne doit pas être très vulgaire, très bavarde. Comment est-ce qu'elle accueille et autres. Donc ça veut dire que on n'imagine pas la charge mentale qu'on met sur les épaules de la femme. On attend trop de la femme en Afrique. Vous allez voir, elle a dit, dès lors que vous voulez peut-être vous marier, dans la nuit des cérémonies de dot, on va vous appeler à côté pour vous dire que l'homme, c'est le ventre, le bas-ventre. Ça veut dire qu'on vous donne une injonction. Voilà ce que vous devez faire. On vous donne un carnaval dans lequel vous devez respecter. Si vous allez à l'encontre, vous avez commis un crime de lèse-majesté. Moi, je déplore le fait qu'on n'enseigne pas. On enseigne aux femmes d'être les femmes, des épouses et autres, mais on n'enseigne pas à nos hommes d'être des bons maris, d'être des bons compagnons, d'être des bons pères de famille. C'est toujours à la femme qu'on demande d'être ci, d'être ceci. Ces femmes-là qui sont mamans, donc c'est la raison. C'est à elles d'éduquer. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous allez voir la défaillance de beaucoup de couples aujourd'hui, parce que le couple se repose essentiellement sur la femme. Et pourtant, moi, je pense que non. Dès lors qu'on veut se mettre en couple avec quelqu'un, nous sommes deux. Ça veut dire que le poids et la responsabilité de conduire notre couple, notre famille, repose sur nos deux épaules. L'homme et la femme doivent s'épauler. Et c'est même pour ça que les législateurs disent c'est une complémentarité. On forme un. Ça veut dire que si un est fatigué, une personne est fatiguée, l'autre doit prendre la relève pour que les choses avancent. Mais dès lors qu'on attend tout de la femme, on veut que la femme soit la meilleure épouse possible. Elle soit l'épouse, elle soit la maîtresse, elle soit celle-ci. Moi, je pense qu'une personne ne peut pas faire tout en même temps. C'est la raison pour laquelle vous allez voir des femmes, les hommes qui vont vous dire plus souvent que les femmes sont toujours en train de dire dans la nuit qu'elles sont fatiguées. Dès lors que tu veux les toucher, elles sont fatiguées. Dès lors que tu veux entretenir des rapports sexuels, elles sont fatiguées.
mais effectivement, elles sont fatiguées. C'est peut-être elles sont effectivement fatiguées parce que vous ne pouvez pas la prolifération des tisanes. Vous ne pouvez pas le matin vous occuper du déjeuner, vous occuper de la femme, vous occuper des enfants, vous occuper du mari sans son aide, sans son concours, et dans la nuit, on veut que vous ayez une certaine performance. Moi, ce que j'appellerais, je dirais aux hommes, c'est que aidez vos femmes en journée, donnez un coup de main, permettez à celles-là de se reposer pour que la nuit, elles puissent avoir une certaine performance. André Akobé, vous... Oui, elle a touché vraiment des points très importants. Et c'est ces points-là que je relève aussi. C'est pour ça que je disais que la femme, c'est elle qui bâtit sa maison. Vous voyez, c'est toujours les mamans qui sont responsables. Il revient normalement parce que si la femme d'éduquer ses enfants. Oui, ça veut dire qu'il y a une étape qui est ratée au niveau de l'éducation des garçons. Vous voyez, oui. On a une fille, on a un garçon chez nous à la maison. Alors le matin, on va réveiller la fille pour dire, allez, viens balayer, lave les assiettes, fais ceci, fais cela. C'est comme ça que tu seras une très bonne épouse demain. Pendant ce temps, le petit garçon, il est là, il dort. Quand il va se réveiller, on a déjà fait le petit déjeuner, il va manger, il prend son ballon, il va jouer. On dit, allez, va jouer avec tes amis. Voilà, un garçon, c'est ça. Et toi, tu es là, tu joues au ballon, tu reviens, tu manges. Et pendant ce temps, la fille est en train d'apprendre. Elle prépare, elle fait tout. Vous voyez? Et maintenant, cet homme-là va grandir. Il voit aussi que papa ne fait rien. Il va seulement chercher l'argent. Il vient avec l'argent, il est là, il est au salon. On le sait comme un roi, un prince. Mais vous voulez que cet homme-là fasse quoi demain? Il va faire la même chose. Si demain il est marié, un jeune couple, monsieur lave les assiettes avec son épouse, elle est en train de préparer, il coupe les oignons, on va dire, hey, elle a attaché le monsieur, elle l'a amené chez le marabout. Pourtant, c'est normal. Alors que cet homme, attends, quand il était à l'université, quand il était à l'école, quand il était loin de ses parents, qui faisait la cuisine pour lui? C'était lui-même. Qui faisait sa vaisselle, qui faisait sa lessive? C'est lui-même. Tous les étudiants, là, c'est eux-mêmes qui prennent soin de leur maison, de leur chambre, de leurs vêtements. Ils cuisinent, mais ils font tout. Une fois mariés, même laver leurs dessous devient compliqué. Tout revient à la femme. Elle doit tout faire. Voilà, encore que j'aimerais ajouter en disant que si pour un homme, son rôle en tant qu'homme ne se résume qu'à apporter peut-être de l'argent au foyer. Moi, je pense que c'est un rôle qui est biaisé parce que même de nos jours aujourd'hui, les femmes travaillent. Donc, ça veut dire que si vous estimez juste qu'en étant homme, ça veut dire que je peux payer des factures, mais vous êtes complètement dans le faux parce qu'aujourd'hui, les rôles ont changé. Et non seulement la femme assure déjà son rôle de femme, c'est-à-dire s'occuper de la famille, du foyer, des enfants et autres, mais en plus de ça, il y a des femmes qui apportent un revenu à la maison. Donc, ça veut dire qu'à cette dernière, vous ne pouvez pas venir brandir juste le fait que je suis un homme devant, je suis un homme parce que je m'occupe des factures. À cette femme-là, on ne pouvait pas séduire cette femme-là parce qu'elle a besoin de plus que ça. Elle a besoin d'un homme dans le sens propre du terme, c'est-à-dire un soutien, un roc, quelqu'un sur qui elle peut compter. Non, dans tous les cas, on est d'accord. Les rôles n'ont pas changé, hein, en fait. Les rôles n'ont pas changé. Nos mamans avant, vous pensez que quoi? Elles ne partaient pas peut-être au bureau, mais toutes les mamans avaient un petit champ quelque part. Elles vont cultiver l'igname, le plantain, le manioc, les gombos, les aubergines, les tomates. Donc, elle s'assure que la petite nourriture est déjà là. Elle s'assure de ça. Elle va faire un petit commerce, elle va vendre, elle va aller au champ, chercher telle chose, elle va venir vendre. Donc, depuis la nuit des temps, la femme a toujours contribué aux dépenses de la maison. Mais peut-être qu'on n'est pas en train d'évaluer ce qu'elle apporte. On n'est pas en train d'évaluer. Donc, on a l'impression qu'elle n'apporte rien et que c'est le monsieur qui travaille. Non, il y a tellement de dépenses dans un foyer que de fois, tu ne peux même pas t'imaginer ce que la femme fait à côté. Même ceux qui travaillent, quand le monsieur te donne l'argent du mois, et il a l'impression que c'est lui qui a tout donné dans la maison. Mais il y a plein de choses que la femme couvre. Elle n'a même pas besoin de lui dire. Donc, tout ça, c'est important. Et c'est qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que ce n'est pas une raison pour l'homme de rester inactif. Tu veux une femme toute belle, bien parfumée, qui sera à ta disposition, mais vous deux, vous mettez la main à la pâte. Vous devez travailler. Personne n'a été fait pour soulever seulement les marmites. Personne n'a été fait seulement pour faire truc. On n'est pas obligé de toujours manger le repas de madame. On doit aussi aller au restaurant. Le restaurant, ce n'est pas pour les autres, c'est pour aussi les couples, c'est pour les familles. Les dimanches, après le culte, tout le monde va au restaurant, on mange, on se repose. Mais il faut donner de l'énergie aux uns et aux autres. Alors quand toute une journée, je n'ai rien fait et que le monsieur m'a donné d'aller bien manger au restaurant, on m'a amené me masser et tout ça quand je rentre à la maison, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est lui sourire et puis voilà, lui donner aussi un bon massage et puis bon, voilà, tout part bien. Dans tous les cas, vous écoutez, on se rend compte qu'il faudra une prise de conscience générale. Exactement. Et lutter contre le poids des cultures, des traditions et peut-être revoir
l'éducation à la base des jeunes garçons, comme vous l'avez relevé. On doit préparer tout le monde au mariage. Parce que si le garçon n'est pas préparé, alors qu'il joue un rôle très important dans un foyer, alors ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. Il y a des hommes qui viennent, ils disent que c'est eux qui doivent faire tout, ils doivent chercher l'argent et tout ça. Alors, à partir de ce moment, la femme devient son esclave. Elle doit tout faire, elle doit tout arranger jusqu'au soir, être disponible. Donc, quand il vient à la maison, il ne veut même pas entendre le baradage. Tout ce qu'il attend, il doit manger et tu dois le satisfaire. Mais attends, pour que cela se fasse, il faut que tu comprennes d'abord, elle aussi, ses besoins. Elle a des besoins. Nous sommes d'accord. Il y a le devoir conjugal. Oui. Mais il faudrait s'arranger à ce qu'il y ait le consentement. Il faut qu'il y ait un consentement mutuel. C'est important. Le consentement est même la base d'une relation sexuelle. C'est la base même d'une relation intime. Parce que moi, je vois mal un homme qui va aller avec une femme si cette dernière a dit un non. Un homme qui est, je vais dire, un homme qui a tous ses esprits, un homme qui a tous ses sens, ne peut pas aller avec une femme intimement si cette dernière a dit un non ferme. Parce qu'il s'agit de ça. Parce que dès lors que la relation intime est d'abord un partage, une union avec deux personnes, ça veut dire que c'est chaque personne qui se donne pour qu'à la fin, chacun puisse tirer son plaisir. Si déjà ton vis-à-vis, ton partenaire a dit non, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord. Ça veut dire que c'est toi, tu te retrouves seul en train de jouer un match et à la fin, il n'y aura pas de plaisir. Moi, je trouve que ce qu'on doit faire normalement, c'est que c'est bien de dire qu'il faut éduquer les jeunes hommes. Mais moi, je pense que déjà les hommes de cette époque doivent suivre ce type d'émission. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que quand on a eu j'ai souvent eu à discuter avec certains hommes, c'est qu'ils ne savent même pas que l'acte qu'ils sont en train de poser, c'est un viol. Pour eux, c'est incongru qu'une femme mariée puisse dire qu'elle a été violée par son partenaire. Et pourtant, moi, je pense que c'est juste le fait, c'est la méconnaissance. Parce qu'on les a inculqués que normalement, une femme doit leur donner du plaisir à temps et à contre-temps. Donc, ils comprennent très mal qu'une femme normalement constituée disent qu'elle a été violée. Moi, je pense qu'on doit interpeller les hommes sur un certain nombre d'aspects, en comprenant que les actes qu'ils sont en train de poser sont souvent qualifiés de viol, qui est déjà passible des peines privatives de liberté. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les hommes doivent être à l'écoute de leurs femmes. Dès lors qu'on veut une femme qui est disponible, qui se donne à 100% dans la nuit, qui essaie d'innover, qui essaie de vous offrir un plaisir, vous apporter un plaisir, moi, je pense que vous deviez en journée être à l'écoute de ces derniers, à l'écoute de ces besoins. Les femmes ont aussi une part de responsabilité dans cette histoire de viol. Arriver à dire non, oui, mais lorsqu'il y a acte qu'on ne reste pas dans le silence, briser le silence, en parler pour sortir de cet engrenage-là. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, même si on est marié, d'avoir des rapports quand on ne le veut pas. Lorsqu'on a dit non, c'est non. Ça devrait être respecté. Beaucoup de femmes taisent ce qu'elles vivent, souffrent en silence. Et attention, au détour de ces silences, il y a la dépression, il y a le manque d'estime de soi. Et sortir peut-être aussi de la logique, le mariage, on n'est pas là pour briser des couples, mais sortir de cette logique qui veut qu'une femme n'est femme que lorsqu'elle est mariée. Non. Une femme est femme déjà parce qu'elle-même, elle s'assume et qu'elle s'aime en tant que femme. Maintenant, le mariage vient comme un plus. Maintenant, si on entre déjà dans le mariage avec la tête baissée, ça veut dire qu'on va subir jusqu'à la fin. À moins que vous n'ayez à son contraire. André. Non, mais c'est exactement ça. Hein. On entre dans un foyer. Pour moi, le mariage, c'est le plus beau cadeau qu'on s'offre à soi-même. C'est-à-dire, quand je veux me marier, ça veut dire que je veux m'offrir quelque chose d'extraordinaire. Et cette personne... Ce plus-là qui va contribuer à... cette personne va m'emmener loin. On va ensemble bâtir des choses extraordinaires. On va s'épanouir. On ne sera pas seul. On pourra se soutenir. On va s'entraider pour réaliser nos projets, nos rêves. On n'aura peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, mais on aura des compromis. Ça, c'est clair. On ne peut pas être d'accord. Déjà, même deux personnes qui sont d'accord sur tout là, même là, le foyer là sera bizarre. C'est la différence entre monsieur et madame qui font le charme d'un couple. Il faut pouvoir dire non quand c'est non et faire accepter ce non-là aussi avec amour. Donc, on doit comprendre qu'il y a des moments où je peux dire je ne suis pas prête.
je ne suis pas prête. Vous allez voir. Et ne passons pas aussi dans une logique de chantage, parce que beaucoup de femmes aussi, dans des couples, ça devient une histoire de chantage. Exactement, c'est tout ça qui fait que des fois le monsieur devient un peu violent. Bon, peut-être son avant là, sont en même temps, et puis bon voilà, il commence à dire, mais attends, c'est quoi l'histoire? Ça fait un mois, je n'arrive pas à te toucher, tu refuses, tu racontes une histoire. Moi, je pense que le chantage d'une femme, ou bien le fait même qu'une femme se refuse à son mari, ça veut dire qu'il y a une cause, ça veut dire qu'il y a un problème. Et un homme, un véritable homme gagnerait plutôt à chercher la cause et puis trouver des solutions. Et puis à discuter, se rapprocher de son épouse. Dans ce cas-là, elle-même, est-ce qu'elle se met dans la peau de son partenaire? Qu'elle explique. Elle ne s'explique pas, elle ne se met pas à la peau de son partenaire. Pourquoi? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des couples qui ne communiquent pas. Il y a des couples où on t'a fait comprendre que ton rôle c'est Y et que ton mari est ton Dieu, il est ton chef, il est ton roi. Ça veut dire que tu pars dans le mariage, dans la logique de soumission. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe tes craintes, peu importe ce que tu es en train de traverser, ou bien peu importe ce que ton partenaire te fait, tu as du mal à poser les mots parce qu'en fait, tu as une crainte, tu as peur de ce dernier. Moi, je pense que dès lors qu'on se marie, si moi, peut-être je veux servir du repas à mon époux, s'il refuse de manger, je vais constater qu'il y a un souci. Si le fait, c'est par rapport à un problème, ça veut dire que j'ai peut-être posé un comportement qui l'a gêné, qui l'a peut-être affecté. Moi, j'irai vers mon partenaire pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je te comportes de la sorte. Et je gagne, et c'est vice-versa. Ça veut dire qu'un homme, s'il a l'habitude que sa femme s'offre à lui facilement, ou bien qu'elle propose même de le satisfaire, si du jour au lendemain, elle change, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ce dernier a posé un acte qui a contrarié son épouse. Moi, ce que je dirais, c'est que effectivement, on ne demande pas aux femmes de se jouer, de jouer de cela, de tout le temps se refuser. Et encore même que souvent, certaines femmes se refusent parce que ça commence ça entraîne ça apporte du peps à la relation. Le fait de, c'est un jeu coquin. Il y a des femmes, il y a des couples que c'est comme ça qu'ils vont. À force de refuser, après, ils arrivent à aller à entretenir des rapports parce que ça les apporte un plus. Mais maintenant, si vous constatez que c'est un non ferme, un non vraiment sans équivoque, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous avez pour habitude que votre femme s'offre à vous facilement et que du jour au lendemain, elle change, elle commence à être réticente ou bien qu'elle ne veut plus s'adonner, parce qu'il y a aussi un élément important. Il y a des femmes qui vous disent oui, mais pendant le rapport sexuel, un homme qui vous connaît saura que vous n'êtes pas avec lui. Ça veut dire que vous ne vous donnez pas pleinement. Vous êtes juste là comme... Voilà, vous êtes juste là comme une planche. Ça veut dire que vous n'essayez pas de participer au jeu. Un homme, cela peut attirer l'attention de votre partenaire en disant que c'est celui qui a un problème. Et au détour d'une conversation, d'une communication, on peut trouver la solution à ce problème. En vous écoutant, on comprend tout simplement que dans une vie de couple, le dialogue doit primer. Le dialogue, la communication. Oui, et parfois se référer à ceux qui ont un peu plus d'expérience, pourquoi pas, à des amis ou simplement et pourquoi pas à des conseillers matrimoniaux. Mais est-ce qu'en Afrique, par exemple, pour sortir de cette émission, on a la culture d'aller voir un conseiller matrimonial lorsque le couple traverse des zones de turbulence? De plus en plus, les jeunes couples le font. Il y a maintenant des coachs un peu partout qu'on contacte maintenant à savoir est-ce que c'est la bonne personne qu'on a trouvée pour nous donner les conseils. Est-ce qu'elle-même, elle a vécu ces choses-là et elle peut nous orienter. Sinon, vraiment, il y a ces entités-là qui sont là, étatiques même qui sont là, qui existent, qui peuvent vraiment nous accompagner. Beaucoup de personnes aussi se font accompagner par le pasteur, par des amis. C'est difficile. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile de parler à son partenaire avec qui on partage tout, on se voit nu tous les jours. On a du mal à lui dire ce qu'on n'aime pas. Par contre, on part raconter cela à notre ami, à notre mère, à notre frère, à notre soeur. Pourquoi est-ce que c'est autant difficile de pouvoir parler avec quelqu'un que tu vois nu? Ça veut dire que simplement le couple est en train de traverser une crise. Lorsqu'on n'arrive plus à échanger, c'est qu'il y a un souci. C'est que ça ne va pas, c'est que vous n'êtes pas épanoui, c'est que peut-être vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est qu'il y a eu peut-être un stress, il y a eu quelque chose qui s'est posé. Mais aujourd'hui, quand on sent qu'on ne peut pas aller loin, on doit pouvoir s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Mais d'habitude, je conseille aux couples de ne pas trop faire
entrer beaucoup de personnes au sein de leur foyer parce que trop de conseils de foi peuvent t'emmener à regretter. Comme on dit au Cameroun, trop de conseils tue le conseil. Vraiment, trop de conseils tue. Dans tous les cas, on a eu 52 minutes pour tabler sur le devoir conjugal contre viol conjugal. Et vous l'avez certainement compris au détour des arguments de nos invités, qu'on évolue sur un fil de crête. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une logique de présomption de consentement, il est facile de glisser, de chavirer et de se retrouver dans cette spirale de viol conjugal. Donc il faudrait s'arranger chaque fois à avoir le oui de sa partenaire ou de son partenaire, parce que ce n'est pas seulement les femmes qui se font violer. Hein. Ça, il y a aussi des hommes qui se font également violer au sein des couples. Donc, c'est dire que la relation, les rapports sexuels au sein du couple doivent être des consentements tacites. Et le plus souvent, les femmes aussi doivent sortir de cette spirale de la peur, prendre conscience qu'elles sont des victimes lorsque c'est le cas, ne plus se taire, briser le silence. Et il y a des recours, comme Sylvie Ekobé nous l'a dit, des recours, et il est possible de prouver l'absence de consentement devant les juridictions compétentes. Il faudrait déjà avoir le courage d'en parler. Un viol reste un viol, même si c'est son époux. Il faudrait qu'on arrive à se le dire. Ce n'est pas normal de subir un viol, du tout. Même s'il y a le poids de la culture, même s'il y a le poids de la tradition, c'est pas normal. Le viol reste un viol. Le viol n'est pas seulement lorsqu'il s'agit d'un inconnu qui a été violent, qui nous a amenés en brosse. Non, le viol se passe aussi au niveau du lit conjugal. Donc, mesdames, que dire de plus à part merci pour vos différentes interventions. Et je pense que pour cette émission, nous sortons de cette émission grandie grâce à vos explications. Sylvie Ekobé, merci. André voilà, Akobé. Je vous le disais, les patronymes sont pratiquement exacts. Akobé. Merci d'être venu et j'aurai certainement le plaisir de vous recevoir pour d'autres thématiques. C'est moi femme et le monde des femmes, vous savez, c'est immense. C'est immense, donc les thématiques ne manquent pas. Merci d'avoir aidé à éclairer la lanterne de téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Dash News. Et comme je dis, ça passe très vite. À bientôt.